Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques » avec un témoignage de Cellou Dalein Diallo comme acteur politique bien entendu. Mesdames et messieurs, l'émission en parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. Pour mieux comprendre leur parcours migratoire, l'auteur a interrogé des acteurs des différentes structures qui les accueillent ainsi qu'un responsable politique, l'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo, qui est par ailleurs le premier opposant politique au gouvernement, afin de connaître son point de vue sur l'immigration. L'ouvrage a pour but de mettre en évidence le ressenti de chacun de ces acteurs tout en proposant des solutions, des projets, des chemins de vie. Yacine Kervala Mansaré. Yacine, bonjour. Bonjour. Alors, le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la troisième fois sur ce plateau pour donc cette fois-ci parler de cet ouvrage, Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. Ouvrage donc que vous venez de publier chez l'Harmattan. Et donc, bienvenue sur le plateau de Parenthèse. Et merci pour l'invitation. Je me sens maintenant chez moi. C'est la troisième fois, donc ce n'est que du plaisir. Merci pour l'invitation encore une fois. Alors, eh bien, c'est un plaisir partagé. On va rapidement partir. Déjà, on va essayer de cerner le titre déjà. Alors, c'est un titre long, mais quand on le lit, on s'aperçoit que, eh bien, il n'est pas inutilement long. Et paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques, avec le témoignage de Cellou Dalein Diallo. Alors, donc, vous avez donné la parole, donc c'est un travail qui porte sur l'immigration, et donc vous avez donné la parole à des immigrés, dans un premier temps, enfin dans l'ouvrage. Et puis le titre il structure déjà l'ouvrage, si je peux me permettre de le dire. Et puis il y a des acteurs impliqués dans le travail qui concerne les immigrés une fois qu'ils sont en France ou en Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, on le découvre dans l'ouvrage. Et puis pas seulement que du côté de la France, parce qu'effectivement il y a des acteurs que vous avez avec lesquels vous avez conduit des entretiens qui travaillent dans les organisations internationales comme l'OIM. Et puis, bon, notamment, je pense à Aliou Bari, qui lui est guinéen, mais qui vit en France, donc qui fait aussi la navette. Donc, son regard à la fois de quelqu'un qui connaît la France et qui voyage beaucoup en Guinée, donc est saisi dans votre ouvrage. Alors, dites-nous, d'abord, qu'est-ce qu'il y a, on va dire comme ça, qu'est-ce qui est à l'origine de cette autre aventure qui vous a conduit à rédiger cet ouvrage? Alors, ce qui a été à l'origine de cela, c'est en 2017. J'ai été sollicitée en tant qu'anthropologue africaniste auprès de différentes associations dans le cadre de ce qu'on appelle l'ethnopsychanalysme. C'est quoi en fait? Ça consiste vraiment à faire appel à quelqu'un, un spécialiste dans un domaine. Moi, c'est l'anthropologie. Et donc, pour accompagner les psychologues et les psychiatres à eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les jeunes immigrés qui sont en situation de souffrance, de traumatisme dû à leur parcours migratoire. Et c'est là, en fait, en écoutant leurs témoignages, parfois je suis même interprète, parce que dans ma ville, il y a beaucoup de jeunes Peuls. Et donc, je parle poulard avec eux. Et après, je traduis en français parce que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas très bien la langue française. Donc, du coup, c'est un plus pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon vraiment naturelle dans leur propre langue. Et c'est après ça que j'ai commencé un peu à réfléchir à un petit article de 10 pages. Et au fil et à mesure, j'ai commencé un peu à voir, en écoutant leurs témoignages, j'ai commencé à voir d'autres éléments. Oui. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion un peu d'essayer de les orienter en parlant un peu des acteurs impliqués.
parce qu'au début, je voulais juste intituler le texte « Paroles d'immigrés Oui. », puisque comme vous l'avez si bien souligné, c'est un ouvrage sur l'immigration. Mais après, il me parlait des structures d'accueil. Ensuite, il me parlait des responsables politiques. Et moi, je voulais que chaque chapitre puisse s'identifier dans l'intitulé, d'où la longueur de l'intitulé en question. Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. Effectivement, il y a tout de suite, on va partager ça avec vous, quelque chose qui est très frappant dans l'ouvrage, c'est que les immigrés dont il s'agit sont un tout petit peu particuliers. Parce que pour la plupart, ce n'est pas des adultes, c'est des jeunes, je dirais même des mineurs. Des mineurs, et puis des mineurs non accompagnés ou mineurs seuls, comme on les appelle. Oui. Et en raison des spécificités de la politique qui concerne ce genre, ce groupe particulièrement, on fait, et ça on le découvre dans les témoignages, on découvre que d'abord, ils font un parcours difficile. Le profil est un peu varié. On va peut-être parler de un ou de deux, mais ils ont un parcours varié, donc des situations différentes. Ils ne sont pas partis en Occident pour les mêmes raisons. Oui. Ils ne sont pas dans les mêmes villes, pas dans les mêmes pays. C'est des immigrés qui viennent, la plupart c'est de la Guinée, mais il y a aussi des témoignages que vous avez recueillis auprès de jeunes qui sont partis donc, de la Sierra Leone. Et puis voilà, ça aussi c'est intéressant. J'ai parlé ils ont des profils divers. Il y en a qui sont partis par la route en empruntant les bateaux. Voilà, on lit, ils parlent des zodiacs et tout ça. Donc sur les barques qu'on voit dans les journaux télévisés. Mais il y en a qui sont partis, et c'est ça où ça devient intéressant, il y en a qui sont partis légalement, je veux dire par avion, avec visa, etc. Comme celui qui est parti de la Sierra Leone. Et puis, il n'y a pas que des garçons. Oui. Il y a des filles. Oui. Et alors, donc, c'est-à-dire que mettre ces témoignages bout à bout, et puis bon, il y a quelque chose de particulier qu'on peut partager tout de suite avec les téléspectateurs, c'est que vous avez choisi de proposer aux lecteurs un matériau, les matériaux que vous avez rassemblés, de les donner presque, j'ai envie de dire, crus aux lecteurs. Et donc, tels que vous les avez entendus, vous avez transcrit les propos et vous prenez simplement le soin de dire dans quel contexte où vous avez rencontré l'immigré, le jeune en question. Et puis ensuite, on est là. Et puis à chaque fois, vous posez des questions. Et puis, il y en a un. Ça, c'est très frappant, qui à un moment donné, on suppose que c'est des situations difficiles qui sont évoquées, hein, comme le lecteur peut s'en apercevoir. Il y en a un, par exemple, qui ne voulait pas continuer, ne voulait pas parler de certaines choses, et vous avez dit, bon, on peut arrêter si vous ne souhaitez pas parler. Oui, c'est très bien que vous souligniez ce point, parce que contrairement à mes autres ouvrages où c'est très universitaire, très conceptuel, avec des références, où je ne cite pas beaucoup en fait le témoignage de mes auteurs, là je ne voulais pas interférer dans leurs témoignages. C'est mon premier livre de témoignages, donc je voulais vraiment que les lecteurs puissent lire leurs témoignages, parce que c'est eux qui ont eu ce parcours-là, c'est leur vécu. Et de ce fait, je voulais vraiment restituer. Parfois j'avais même du mal, parce que pour les jeunes Guinéens, la plupart d'entre eux, on a effectué l'entretien en pulaar. Oui. Donc là, j'ai pu traduire en français, entre guillemets, correct, mais tout en essayant de m'adapter à leur style. Oui, ça on le voit. Voilà, leur accent, oui. etc. Pour les autres, j'ai essayé quand même de reformuler pour que ça soit cohérent quand on lit, mais je ne voulais surtout pas enlever cette chose-là. Ce que vous dites, c'est brut, mais c'est quelque chose que j'assume, que je trouve moi beau, parce que c'est leurs mots, ça émane d'eux. Et de ce fait, je trouvais que si les autres jeunes, parce que c'est aussi un livre qui permettra aux jeunes qui veulent emprunter cette voie illégale, de voir un peu la souffrance, les mots, le vécu de ces jeunes qui ont vécu presque l'enfer pour certains. Et je voulais aussi montrer qu'il y avait des jeunes qui ont emprunté, comme vous l'avez dit, une voie légale. Et je voulais aussi montrer qu'il y avait des femmes. Donc, je voulais en fait piocher un peu partout
pour essayer de le rendre complet, même s'il ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas d'études exhaustives, encore une fois. Donc, Yacine Kervala Monsaré sur notre plateau, et donc on fait la causette autour de son tout nouvel ouvrage, hein, Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. On aura l'occasion d'en parler. C'est un ouvrage effectivement qui a enregistré le témoignage de Cellou Dalein Diallo au compte des témoignages de responsables politiques, comme c'est indiqué dans le titre. On va en parler aussi, bien entendu. Alors, je veux vraiment qu'on parle un tout petit peu de cette parole, donc de ces paroles d'immigrés, de ces jeunes, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les entretiens de ces jeunes, il y a quelque chose en commun dans les questions que vous posez. Ça veut dire que vous vous intéressez pour chacun d'eux à leur parcours migratoire. Donc, comment ça s'est passé? Et puis, évidemment, on aperçoit que les choses ensuite se déroulent, évidemment, à chaque fois avec vos questions. Et après le parcours migratoire, c'est comment vous êtes arrivé, depuis quand vous êtes arrivé en France et comment s'est déroulé vos premiers jours. Et effectivement, il y a des choses intéressantes qui sont là. Mais plus loin, c'est qu'après, vous demandez aux jeunes, alors après tout ce que vous avez traversé, comment vous envisagez l'avenir? Voilà, vous avez fait un long parcours, vous êtes là, pour la plupart, quand on lit, on s'aperçoit qu'ils ils réussissent à être acceptés dans un centre pour mineurs, pour d'autres c'est plus compliqué. Et puis il y a tout un parcours aussi à faire, hein. C'est ça qui est intéressant à découvrir pour quelqu'un qui ne connaît pas l'administration française. Et c'est là où justement, quand on commence, on dit oui, mais pourquoi les acteurs impliqués? Et c'est là qu'on comprend, parce que c'est peut-être un processus qui continue. Quand vous dites quelque part que, c'est une des psychologues ou non pas éducatrice mais une psychologue qui dit oui, les jeunes ils arrivent, ils disent allez, enfin on est arrivé à bon port, et puis en fait ils s'aperçoivent que c'est là que démarre un autre combat. Exactement. Ouais, c'est Steren Kermareg. Elle fait partie elle n'est pas la seule, il y a d'autres collègues psychologues, même moi je vais même dans des hôpitaux psychiatriques, parce que certains jeunes nécessitent un suivi beaucoup plus poussé. Oui, notamment il y a le cas d'un autre dont je ne retiens pas le nom, qui a eu des soucis. Oui. Et puis, effectivement, quand vous, en tant qu'anthropologue, on vous a fait appel dans ce centre-là pour tenter de comprendre un peu, pour faire un lien entre leur culture et les réactions ou les comportements qu'on observait auprès d'eux, pour essayer de comprendre. Il y a déjà d'ailleurs un très très beau témoignage de ce jeune-là, de ce jeune, mais aussi de la dame que vous entretenez. Et on trouve quelque chose de très intéressant, parce que après les entretiens des jeunes, vous rapportez ce que les jeunes ont dit de rapports qu'ils ont avec cette psychologue. Et là, en fait, vous faites le lien entre ce que les propos des jeunes avec leur regard sur le travail que fait ces psychologues. Et c'est là aussi que surgit bien sûr la notion de la transculturalité, où on apprend beaucoup de choses et où, par la pratique, cette professionnelle aussi de l'accueil et du suivi de ces jeunes révèle des choses. Oui, c'est ça que je trouvais intéressant, parce que moi, mon travail d'anthropologue ne me permet pas de porter de jugement. Je dois toujours garder une distance avec mes informateurs. Et donc, vu que je n'ai pas de parti pris, j'essaie vraiment d'être partiale dans tous les témoignages, quel que soit le statut des personnes. Et donc, du coup, je trouvais intéressant de prendre les questions des jeunes et de poser aux acteurs, par exemple, impliqués. Et j'ai fait la même chose avec M. Cellou Dalein Diallo, où à un certain moment, je dis oui, les jeunes, ils disent ceci, disent qu'ils n'ont pas de place en Guinée quand il s'agit des Guinéens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et donc, en fait, vous voyez, je suis le fil conducteur parfois entre tous ces acteurs, quoi, et tous ces témoignages qui sont formidables, comme vous venez de le dire. Paroles d'immigrés,
d'acteurs impliqués et de responsables politiques. Donc, tout nouvel ouvrage de Yacine Kervala qui est donc sur notre plateau ici pour en parler. Voilà, on a eu l'immense plaisir de l'avoir, profiter de son passage à Conakry. On en profite d'ailleurs pour faire un joli coucou à tous les habitants de Mamou. Donc de toute la Guinée et partout. Alors, je veux vraiment revenir encore un dernier tour encore sur les propos des jeunes. Quand vous avez côtoyé ces jeunes, parce qu'on s'aperçoit et aussi, et c'est là où c'est vraiment intéressant le fait d'avoir choisi de restituer tel quel les propos, parce qu'on s'aperçoit aussi de quelque chose qui est frappant dans l'ouvrage, c'est que vous commencez, il y a eu les entretiens pour chacun de jeunes, ne s'est pas fait au bon moment. Non. Ça veut dire qu'il y a un premier moment où vous faites des entretiens avec un jeune, un jeune X par exemple, et ça s'arrête. Et une autre fois, quand vous continuez, vous avez vraiment, c'est très fidèle à comment les choses se sont déroulées. Ça veut dire que second entretien avec tel, et puis on poursuit et on voit justement aussi la différence. Notamment pour prendre l'exemple de cette jeune fille ou cette jeune dame. Elle, c'est quand même dur, elle a quitté la Sierra Leone pour des raisons difficiles, comme tous les autres jeunes d'ailleurs, pour les raisons un peu difficiles, et elle a été mariée très précocement. Elle a fait, je crois, 2 enfants. Et puis, à l'époque, comme elle l'explique, c'était facile d'avoir des visas pour aller. Elle a pu obtenir un visa pour aller en Irlande. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est pas... Là, on a affaire aussi à des systèmes d'accueil selon qu'on soit en France, donc pays francophone, ou en pays anglophone comme l'Irlande. D'ailleurs, les 2 témoignages que j'ai pu lire sur ces jeunes qui sont là-bas, ils disent toujours, oui, ici ça va, on parle avec d'autres copains. D'ailleurs, ils disent que là, quand vous rentrez dans le processus et que vous vous comportez bien, vous pouvez facilement avoir un permis de travail. Non, exactement. En plus, cette dame, son témoignage est intéressant. C'est avec la seule d'ailleurs que j'ai eu ce moment-là, puisque je l'ai interrogée en 2019. Donc, comme vous l'avez expliqué, elle a fui en fait à cause des raisons précaires, surtout culturelles, puisqu'elle elle a subi un mariage forcé à l'âge de 14 ans. Et puis, elle a eu 2 enfants. Et puis après, elle a eu son visa. Elle est venue en Irlande. Mais elle n'était pas tranquille. Son cœur était sur les enfants, parce qu'elle avait surtout une grosse crainte, parce qu'elle me répétait ça souvent dans son témoignage. C'était que sa fille soit excisée ou qu'elle soit mariée de force. Et après, j'ai fait un entretien avec elle en 2022. Et là, j'étais contente. Il y avait un happy ending, entre guillemets, où elle avait réussi à faire venir ses enfants. Elle était super heureuse. Et ça, je trouvais ça important. Et je pense qu'à l'avenir, je vais essayer aussi de faire ça, de commencer un entretien et d'attendre des années après pour voir un peu la suite. Comment ça a évolué. Pour elle, ça s'était plutôt bien passé. Ça s'était bien passé. Elle avait réussi à faire venir ses enfants auprès d'elle. Oui, elle était tranquille. Elle avait même mis un titre de séjour. Donc tout allait bien, elle avait un travail. Et même un mari. Un mari, oui. Enfin, voilà, un Gabonais. Un Gabonais qu'elle a épousé, oui. Je pense que dans votre ouvrage, c'est l'un des rares moments où j'ai un peu souri, parce que les histoires de jeunes, c'est quand même pas toujours simple. Et le lecteur... Donc, que je suis, on est interpellé et de voir que les jeunes quittent le pays et avec toujours les mêmes motifs, ça ne va pas de perspective, comme d'ailleurs le rappelle M. Aliou, et puis d'autres, mais c'est frappant. Je veux dire, c'est aussi les accueillants, le regard qu'ils ont, parce que l'entretien avec la psychologue est très édifiant sur tout ce qui peut même être préjugé. Et elle dit à un moment donné, je trouve que son entretien est très intéressant. Elle dit à un moment donné que ces jeunes n'ont pas de chance.
parce que nous qui allons travailler avec eux, déjà on ne le croit pas à l'avance. Quand ils déclarent qu'ils sont mineurs, bon, il y a énormément de choses parce que bon, quand on est mineur, on a la chance d'être pris en charge, ce qui fait que même souvent quand ils ne sont pas mineurs, ils sont obligés de dire qu'ils sont mineurs. Exactement. Et elle n'est pas dans la posture de les juger, elle dit, je le comprends. Et vous êtes allé un peu loin avec cette dame parce qu'à un moment donné, vous lui demandez, mais vous avez des enfants? Et quand vous quittez ce milieu-là, que vous partez, comment vous les vivez? Bon, enfin, en tant que parent, vous comprendrez que c'est un moment aussi qui a retenu mon attention. Oui, exactement, parce que moi, je me rappelle, une fois quand j'ai quitté l'hôpital psychiatrique, je conduisais, j'ai dû m'égarer pour pleurer un petit coup, parce que le jeune Peul de Mamou, que j'avais vu à l'époque, était dans une telle souffrance, il était complètement désorienté. Et donc, je me mettais à la place de cette collègue parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle. Je me disais, mais comment elle faisait quand elle rentrait, comment elle arrivait un peu à faire la part des choses. Moi aussi, je le fais. Hein, en plus, anthropologue, c'est un métier où il faut se distancier tout le temps, quel que soit l'axe qu'on traite. Mais je voulais aussi savoir en tant que psychologue, parce qu'elle est tout le temps avec ces jeunes-là, comment elle vivait les choses, et puis elle a expliqué un peu. Et puis c'est quelqu'un qui est dans la démarche, comme elle a dit dans le livre, où elle essaie d'expliquer l'Afrique à ses enfants, notamment à sa fille. Qui dit qu'elle détestait le noir. Le noir. Oui, et elle était frustrée. Et c'est une petite, je pense, qui n'a même pas 4 ans. Elle a essayé en fait d'expliquer, de passer par les repas. Et puis avec cette collègue psychologue, elle et moi, on réunit souvent ces jeunes-là. Pour des repas. Pour des repas. Oui. Et puis même là, quand tous les liens, tout ce qui est vulgarisé dans l'ouvrage, je leur envoie. Et j'ai leurs commentaires. Et ça me fait du bien parce que j'ai porté leurs paroles et j'ai envie qu'ils suivent étape par étape tout ce qui se passe sur le contenu. Allez, donc moi je suis aussi étape par étape les propos, dans les témoignages, dans le texte, et vous avez posé beaucoup de questions aux jeunes et à ces acteurs qui ont témoigné dans le livre et à M. Selou Dalen Diallo. Alors à mon tour aussi peut-être de vous poser cette question. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous demander, quand vous avez côtoyé, que vous avez entendu de la bouche d'aussi jeunes garçons, des propos aussi dramatiques, violents, j'ai envie de dire, pendant un bon moment, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que personnellement, je me suis senti interpellé, comme c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait nous ici pour ne pas qu'ils partent, et voilà, vous qui avez côtoyé ces paroles-là, c'est pas nouveau évidemment, mais votre démarche d'écriture, comme j'ai pu le lire, voilà, j'ai été saisi. Et je suis les enfants, chacun avec son histoire, comment ils ont quitté, par exemple, la Guinée pour aller au Mali, pour aller avant la Libye, l'Algérie, la Libye. Donc, on les suit à travers leurs propos, donc tous les alors, même ce témoignage aussi très frappant, où le jeune, il explique qu'on est arrivé, je ne savais pas comment ça se passe, à la veille, il faut descendre la nuit, et si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans le trou et tu peux mourir. Heureusement, on n'a pas eu de cas de blessés ni de morts, et après, devant, il y a le Zodiac, il prend à peu près 50 personnes, on est embarqué, et il y a quelque chose de très frappant dans ce témoignage, c'est qu'il raconte que les passeurs leur a remis à l'un d'entre eux, d'abord, on en a utilisé 2 qui n'ont jamais fait de barque. On dit, bon, qui sait lire le GPS? Alors toi, tu vas être à côté du capitaine. Donc, ils sont 3 à lire le GPS, à se relier là-dessus. Et puis, on leur donne un téléphone. Arrivé à un moment donné, à telle heure, vous appelez et on saura si vous avez quitté la zone de la Libye pour la zone internationale. Et donc, ce téléphone, ils n'ont pas appelé. Au moment où ils voulaient appeler, il n'y avait plus de réseau. Et le jeune, il dit à un moment donné, je crois qu'il devait être vers 19h, il dit à un moment donné, et on a tous eu peur parce qu'on ne sait pas où on était. Ils étaient perdus. Il dit, alors, ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas où ils étaient, en pleine mer avec le cercle horizon. Je veux dire,
à un moment donné, en lisant, on est avec eux dans cette barque. Exactement. C'est incroyable. Comment vous faites quand vous avez côtoyé ces paroles pendant si longtemps, plusieurs mois, voire des années? Comment vous vivez ça, vous? Bah déjà personnellement mal, et en plus moi j'ai transcrit leurs propos, donc ça veut dire que pendant plusieurs mois j'étais en train d'écrire leurs témoignages. Donc c'est encore plus difficile pour moi. Donc j'ai vécu en fait, comme vous l'avez dit, je les imaginais dans le noir. J'avais cette crainte qu'ils avaient, comme un qui a bien décrit les vagues, où à un certain moment ils devaient prendre l'eau qui était rentrée pour tout sortir, ou le fait de ne pas savoir lire, celui à qui on avait confié la boussole qui ne savait pas lire. Non, je vivais avec eux, mais le métier fait qu'on arrive à cette distanciation pour bien faire le travail. Moi, je ne traite que des axes difficiles. J'ai travaillé sur les rites funéraires, j'ai travaillé sur l'excision. Alors maintenant, je peux dire que j'ai l'habitude, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'atteint pas. C'est pour cela, quand je publie, je suis dans la vulgarisation aussi, parce que j'ai envie que ça s'entende. Que ça se prolonge. Ça se prolonge, exactement. Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. C'est le titre donc du tout nouvel ouvrage de Yacine Kervala Mansaré, donc bon, ami de l'émission Parenthèse, maintenant habitué de ce plateau. Toujours, avant juste de passer à la parole des acteurs impliqués et puis ensuite de responsables politiques que vous avez pu entretenir, la personne de M. Selou Dalein Diallo. Alors, ces jeunes-là, alors vous avez expliqué dans quel cadre on les a rencontrés. On a parlé aussi du fait qu'ils avaient des profils différents. Il ne s'agissait pas que des jeunes comme on a l'habitude de le voir tout le temps dans les médias, à la télévision notamment. Mais là, c'était vraiment plusieurs jeunes. Mais il y a ce qu'ils ont en commun qui est le fait de partir. Il y a quelque chose quand même qui nous a manqué dans l'ouvrage, mais c'est vraiment en lisant que ça nous est venu. On a dit, mais oui, il y a que... Et tous ces jeunes expliquent les raisons pourquoi ils sont partis, difficultés, souvent c'est avec des parents. Il y en a un, par exemple, qui lui explique qu'il est parti parce que, bon, et son père était décédé, la maman, enfin c'était compliqué, était obligée d'épouser le frère de son père, comme la tradition le voulait. Mais la maman avait accepté ça à cause d'eux, mais à un moment donné, le jeune ne supportait pas. Il y en a un autre aussi, qui est Peul, et en fait qui voulait, dont les parents voulaient qu'il soit berger, et lui il portait un autre rêve. Et à un moment donné, ça m'avait frappé, à un moment donné il décide de partir. Voilà, et puis voilà, toutes ces histoires là, et à un moment donné on se dit oui, mais oui, alors on va recueillir toutes ces paroles. Pourquoi on va les recueillir, ces paroles-là, pour les mettre à la disposition du public? D'abord pour laisser une trace de ces parcours migratoires, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui traitent de l'immigration, très analytiques. Mais moi, je ne voulais pas aller dans ce sens-là. J'ai fait le choix de faire en sorte que ces jeunes qui ont vécu laissent une trace de ce parcours migratoire, à la fois pour eux, parce qu'ils le liront plus tard, les enfants, mais aussi pour ceux qui envisagent de prendre la route. Donc, moi, à Mamou, j'ai été dans mon ancien collège, comme je le fais chaque année. J'ai été faire une conférence où j'ai expliqué le contenu du livre, parce que, comme vous le savez, le Fouta Djallon est très, très confronté à ces départs de ces jeunes-là. Il y a beaucoup de familles qui sont en deuil. Donc ça aussi, ça me touche en tant que foutanienne. Mais voilà, c'est aussi pour ces jeunes-là qui sont là, qui pensent aller. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que quand on leur explique, des personnes neutres leur expliquent que l'Eldorado n'existe pas, ils ont tendance pour certains de ne pas croire à ces personnes-là. Mais je me suis dit, si c'est quelqu'un qui a vécu la chose, qui explique, qui le dit, peut-être qu'ils finiront par prendre conscience.
Alors, c'est vrai aussi que il y a quelque chose, ça c'est mon sentiment, je tenais vraiment à échanger ça avec vous. Alors, il apparaît, il est apparu à mes yeux en lisant que le fait que la parole de ces jeunes, bien que ce soit des jeunes, et à un moment donné, leur parole devenait très politique. Oui. Et engagement, enfin, en termes d'engagement, hein, ça devenait très engagé, j'avais envie de dire, engagé politiquement. Je ne sais pas, c'est dû aux difficultés traversées. Oui. Il y a un qui a dit, maintenant j'ai les yeux ouverts, Oui. après tout ce que j'ai traversé. Je rêvais d'une Europe, d'un Occident qui brille, et là j'ai la réalité en face. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en pensez de ce propos ou de ces propos qui, voilà, qui sont nourris à un moment donné par un engagement qui est très politique. Oui, exactement. C'est ce qui m'a poussé en fait, parce que je n'avais pas du tout dans le projet d'interroger des responsables politiques. C'est parce que je sentais en fait, c'est même pas que politique, c'est aussi la colère. Ils sont en colère. Oui. Dans leurs témoignages, ils me disaient par exemple, pour certains, j'allais même dans leur appartement, je constatais qu'ils regardaient du football. Je leur disais, mais vous ne regardez pas des actualités politiques? Ils me disaient non. Oui. Ils étaient en colère contre leur gouvernement respectif, puisqu'il n'y a pas que des Guinéens. Oui. Et donc, c'est pour cette raison-là que je me suis dit, il fallait quand même trouver quelqu'un pour répondre à leur colère, à leurs questions. Et donc, le propos des jeunes est prolongé par vous. Hein. C'est comme ça que je le lis. Hein. Le propos des jeunes que vous avez pris en première, dans la première partie de votre ouvrage, ces propos-là, vous les avez volontairement prolongés vers les acteurs. Donc vous êtes en dialogue avec le jeune par le biais de l'entretien que vous conduisez avec eux, mais après ce même propos, allez, vous faites un lien avec ce qu'ils disent, parce qu'effectivement, les acteurs, le travail des acteurs impliqués, comme vous le dites, intervient dans leur parcours une fois qu'ils sont en France, en Angleterre ou ailleurs. Et donc, ce propos est prolongé vers les acteurs impliqués. Alors, c'est pour venir sur les acteurs impliqués, même si on en avait parlé un tout petit peu. Et là, j'ai envie que l'on parle un tout petit peu, qu'on analyse un tout petit peu l'intervention de c'est Carmen, vous avez dit, donc cette psychologue. Et que j'ai trouvé extraordinaire, attachante, et on voit bien la patience, je veux dire, que ce travail avec ces jeunes-là impose, nécessite en tout cas à un moment donné. Et puis on découvre dans son témoignage que c'est plusieurs acteurs qui sont en jeu. Et là, on se dit, ah oui, elle a mis S, mais on ne pouvait pas savoir. Une psychologue, alors qui, dans son témoignage, raconte qu'elle a affaire aussi à des éducateurs, des éducatrices qui sont en contact avec les jeunes dans les centres. Alors, expliquez-nous un tout petit peu le cheminement de ces jeunes dans ce parcours-là. Je veux dire, une fois qu'ils sont en France, parce qu'effectivement, il y a les mineurs, il y a les majeurs. On comprend qu'une fois qu'ils ont 18 ans, ils doivent passer dans un autre type de centre pour les majeurs. Et à partir de 21 ans, ils doivent partir. On n'a jamais compris, ils vont où? Ça veut dire qu'ils sont lâchés dans la nature? En général, enfin, souvent, avant ça, enfin, pour certains, pour très peu, parce que pour vous dire la vérité, ils ont du mal à avoir les titres de séjour. Donc à 21 ans, donc normalement, le jeune, on le laisse, presque aller livrer à lui-même, quoi. Livrer à lui-même, et même pour les mineurs, avant d'être accepté dans une structure, il faut passer... il faut respecter différents processus, faire un entretien devant, par exemple, un juge des mineurs. Oui, mais il parle de tests osseux. Alors oui, j'en ai entendu parler, mais parmi les jeunes que j'ai interrogés, personne d'entre eux, mais ils en parlent, ils ont entendu parler. Parce qu'on va faire des tests sur les os. Oui, il y en a un qui dit avec des grosses aiguilles, qui décrit, pour savoir si effectivement l'âge qu'ils déclarent se trouve être exactement leur vrai âge, quoi. C'est inhumain, je dirais, mais ça... Maintenant, on n'en parle plus parce qu'en fait, je cherchais, moi, un jeune qui a subi ça.
j'en ai pas trouvé. Souvent, ils me disent, j'ai entendu un tel me dire ça. Après, donc, c'est pas une information fiable non plus, puisque moi, j'ai pas pu interroger quelqu'un pour le dire, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les entretiens. Donc, une fois qu'ils ont passé les différentes étapes et qu'ils sont acceptés dans une structure pour mineurs, ils ont la possibilité d'avoir des éducateurs, des psychologues qui les suivent. Ils sont suivis et puis ils sont scolarisés aussi. Oui. Et donc, ça aussi, c'est pas mal. D'où le fait qu'à 18 ans, souvent, ces jeunes qui ont été acceptés ont déjà progressé dans leur cursus scolaire. Et donc, à 21 ans, normalement, ils ont la possibilité de pouvoir prendre leur vie en charge. Sauf que, bon, pour la plupart, tous, il revient le problème, l'épineuse question du passeport, parce que presque tous, ils disent non, mais le consulat, l'ambassade de Guinée en France ou dans le pays où ils sont ne délivre pas de passeport. Non. Et même quand... pour ceux qui ont bénéficié d'un bon parcours, formation, et qui même souvent ont des promesses d'embauche après avoir fait plusieurs stages, bien sûr, et ils ne peuvent pas, parce que les titres de séjour, il faut les mettre, comme ils le disent, dans un passeport généralement. Parole d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques avec le témoignage de Cellou Dalein Diallo, on va en parler tout de suite. C'est le titre de l'ouvrage de Yacine Kervela Monsaré, qui est avec nous sur ce plateau pour parler. Si vous voulez seulement de vous joindre à nous, évidemment, donc l'ouvrage, il est là. Parole d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. Alors, on va maintenant peut-être revenir encore une fois sur ces acteurs impliqués. Et donc, il y a généralement, j'essaie d'en savoir un peu plus. Là, on sort un peu des propos. Vous savez peut-être, en tout cas plus que moi, les structures et les acteurs, comment c'est structuré quand un primo arrivant est là. Et d'ailleurs, parce qu'on a vu, il y en a qui sont arrivés par l'Espagne pour arriver en France, il y en a d'autres par l'Italie même, on a bien vu. Et pour lui, il a quitté son pays, la Guinée. Et lui, c'était un Guinéen, et c'était frappant. Il dit, chez nous, quand quelqu'un meurt, il a droit à une cérémonie, on peut faire des sacrifices, etc. L'autre, il est mort. La seule chose, il dit même qu'ils ont récité une sourate. Une sourate, ils ont récité Al-Fatiha. Voilà, il a récité la Fatiha, et puis on a jeté... à l'eau le corps de ses collègues-là qui sont morts dans le bateau. Lui, il a vécu ça, il a eu du mal à s'y remettre. À s'y remettre, Donc, c'est un cas aussi qui était très spécifique. Ça a été le premier cas que je suivais avec un collègue cette fois-ci, un autre. Donc, c'était très compliqué. Vous êtes guinéenne d'origine, excusez-moi de vous couper, mais vous êtes guinéenne d'origine et que si vous rencontrez en France des jeunes Guinéens, donc vraiment des frères, entre guillemets, et qui vous racontent ces choses-là, ça se limite, c'est juste à écrire, vous n'avez pas, ça vous donne pas, voilà, je sais pas. Si, ça me fait beaucoup de peine, mais je pense que si je mets ma peine en plus de l'écriture, je ne vais pas être objectif. Mais ça a été beaucoup de peine, d'autant plus que tous ces jeunes m'appellent Djadja, qui veut dire grande sœur, et que je continue aussi à voir, à côtoyer. Mais il faut dissocier les choses. L'affect, je l'ai bien entendu, c'est ça qui m'a poussée à écrire ce livre, parce que moi, il faut que les sujets me touchent pour que je choisisse de les écrire. Et tous les entretiens que je fais, là, les acteurs, je les ai choisis. C'est des gens aussi qui m'ont touchée. Donc, il y a plusieurs personnes, 2 personnes de l'OIM, un écrivain, un chercheur écrivain, Mamadou Ali Oubari. Il y a un journaliste qui est à Mamou, qui fait une émission Safari, qui est directeur de la radio Fraternité. Vous voyez, toutes ces personnes-là m'ont énormément aussi... J'ai pris des personnes qui étaient
qui était aussi dans cette démarche-là, en tout cas pour les acteurs impliqués. Oui. Et pour les responsables politiques, c'était plus de répondre aux questions des jeunes. Des jeunes, oui, après les jeunes, c'est les acteurs impliqués avec lesquels ils sont en direct, en contact direct, oui. Sauf que les responsables politiques ne sont pas en contact. Leurs paroles s'adressent à eux, mais ils ne sont pas en contact. Vous avez fait les liens, et voilà, justement, on va en parler d'ailleurs. Hein, alors, l'une de ces personnes, hein, pas des moindres, il s'agit de Cellou Dalein Diallo, hein, à qui vous avez donné la parole, à qui vous avez fait un entretien avec ce dernier, vous en parlez. Et alors, je veux dire, comment vous êtes arrivé à cet acteur? Pourquoi lui? On peut se poser la question. Ouais. Alors, au départ, je voulais vraiment interroger les responsables politiques dans le gouvernement d'Alpha Condé. À l'époque, c'était lui le président. J'ai commencé par eux parce que je me disais que je connaissais M. Cellou Dalein Diallo de nom, mais en tant qu'opposant, donc je me suis dit, il faut interroger les gens qui sont sur le terrain actuellement. Oui, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Oui. Alors j'ai fait beaucoup de démarches. J'ai été mis en contact parfois presque à toute une équipe d'un seul ministère, où il n'y avait pas de suite. J'avais des gens en contact en ligne directe où ils me disaient « Rappelez-moi demain ». Il n'y a pas eu de répondant. Il n'y a pas eu de répondant. Alors j'ai discuté, pas tout le temps, hein, j'ai échangé pendant 2 mois avec l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, dont le profil tombait pile point à ma thématique, qui est M. Ibrahima Khalil Kaba, qui à la fin a malheureusement décliné. Donc je lui avais dit, je me rappelle quand on a échangé, que j'allais quand même noter cela, le fait qu'il ait décliné, mais c'est un droit aussi qu'il a, hein, tout le monde. Oui. Personne n'est obligé de répondre à mes questions, mais c'est vrai que j'aurais aimé, hein, puisque son profil était quand même, qu'il réponde aux questions des jeunes, pas les miennes. Oui, surtout qu'il est politique, mais le politique qui est chargé, censé s'occuper des Guinéens de l'étranger. Bon, une fois que j'ai été ballonnée comme ça, je me suis dit, vu que les acteurs présents, j'arrivais pas à les avoir, donc je me suis dit, l'opposition, je connaissais M. Cellou Dalein Diallo de nom, je me suis dit, mais peut-être que lui, il a des choses à dire, par exemple, défendre son programme, s'il en a. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je me suis dit, ça peut être aussi intéressant. Et donc, je suis passée de contact en contact par sa chef de cabinet, Madame Nadia Naman. Oui, que vous remerciez d'ailleurs dans le truc, et qui m'a mis en contact avec M. Cellou Dalein Diallo. On a effectué 2 entretiens différents par Zoom, parce que c'était pendant les crises sanitaires, et moi j'étais en France, lui ici. Donc il a quand même répondu de façon vraiment très spontanée, très sincère à toutes les questions, parce que je n'étais pas tendre avec lui. Parfois je ramenais les questions des jeunes, je lui posais, et il a répondu vraiment de façon sincère à tous ces questions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces réponses en quelques mots? Et puis j'en profite pour dire aux téléspectateurs, bien entendu, que l'ouvrage est disponible dans les rayons à la librairie L'Harmattan en Guinée, mais aussi en France. Possible aussi de pouvoir vous le procurer en ligne, sur les canaux habituels pour pouvoir acheter les ouvrages. Alors, on a envie de partager un tout petit peu ce qui a pu sortir, hein, émerger de cet entretien avec M. Cellou Dalein Diallo, notamment sur l'immigration. Il est revenu aux bases, en fait, au fondement, lui aussi, en mettant en avant le fait qu'effectivement, puisque les jeunes dénonçaient le fait qu'il n'y a pas de d'éducation solide, donc il est revenu là-dessus, où il explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Et puis il met aussi, il a expliqué dans son entretien qu'il fallait aussi privilégier les formations professionnelles, parce que tous les jeunes ne sont pas, tout le monde n'est pas fait pour faire des longues études. Dans ces cas, s'il y a des formations professionnelles, des secondes chances, mais rémunérateurs. Et là aussi, il expliquait que c'était pas que dire qu'un jeune a un travail, il faut que le travail soit assez rémunérateur pour qu'il arrive à en vivre.
hein, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs précaires aussi qui ne gagnent même pas assez d'argent pour payer leur loyer. Donc il a mis ça en avant, il a parlé d'agriculture, il a parlé aussi de la bauxite. Alors j'en parle parce qu'il n'y a pas longtemps, une fois que le livre est sorti, j'ai lu un article qui m'a fait penser à son entretien, puisque dans son entretien, il disait qu'il fallait que la bauxite soit transformée sur place. Oui. Et comme ça, il y aura beaucoup d'emplois. Voilà. Et donc, j'ai lu récemment l'article aussi du président de la transition qui exigeait à ce que la transformation est liée. Donc, du coup, j'ai fait le lien entre les deux entretiens. Donc, voilà plusieurs choses qu'il a mis en avant. Donc, toujours... Encore une fois, ces propos avaient un lien direct avec l'immigration. Bien, alors ces propos avaient un lien avec l'immigration. Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques. C'est le titre de votre ouvrage, Yacine. Hein, on est content de vous avoir sur le plateau. Comme toujours, on est talonné par le temps. À présent, on va passer à la deuxième rubrique donc de ce numéro parenthèse. Il s'agit du marque-page. Page 45. Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Tous les immigrés du bateau ont commencé à paniquer parce qu'on ne savait pas où on se trouvait. Moi, je ne me sentais pas bien avec le mal de mer que j'ai eu tout au long du trajet. On était tous stressés. Une fois, on s'est arrêté et on a aperçu de loin un grand bateau. Donc, on a voulu que le pilote s'en rapproche. Mais il ne pouvait pas car il craignait que le bateau nous renverse. Du coup, on s'est mis à crier de loin pour qu'il nous voie. On avait des sifflets avec nous. Les gens du bateau nous ont entendus et nous ont vus. Mais ils ont continué leur route. On a tous cru qu'ils nous abandonnaient. Mais le bateau s'est mis à tourner et s'est arrêté pour nous observer de loin. J'ai compris plus tard que les gens à bord avaient appelé les secours pour venir nous récupérer. Et ça tombait bien car on n'avait plus d'essence. On a attendu jusqu'à 20 heures avant que les secours arrivent. Fin de citation. C'est très, très, très fort. On est dans cette attente et la narration restituée telle qu'elle fait son effet en ce moment-là. Page 60, un autre témoignage, l'extrait d'un autre témoignage. Avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai aucune envie de retourner là-bas pour m'y installer. Je n'ai plus la même mentalité que les personnes qui vivent là-bas. Donc, ça me touche, je suis même gêné de vous dire cela parce que c'est ma culture, c'est ma famille, mais parfois, la famille vous inflige tellement de problèmes qu'il est difficile de tout oublier, d'oublier le passé. Comment voyez-vous la Sierra Leone aujourd'hui? Quand j'appelle là-bas, où j'ai encore des copines, j'ai même une sœur qui est là-bas, qui prend la vie comme elle vient, la vie à l'africaine en somme. Par exemple, son mari est polygame. C'est ma petite sœur. Elle a eu 3 enfants. Au départ, son mari nous a dit qu'il ne serait pas polygame, n'adhérant pas à toutes ces traditions. Mais quand ma petite sœur est tombée enceinte de son premier enfant, son mari a commencé à la tromper avec une femme, puis ça s'est enchaîné. Maintenant, ma petite sœur a 3 enfants et quand elle est tombée enceinte de son 3e, son mari a continué à la tromper jusqu'à épouser sa maîtresse avec laquelle il était depuis 2 ans. Sa maîtresse est aujourd'hui devenue sa femme, sa seconde épouse. En fait, voilà, j'ai beaucoup d'histoires, enfin voilà, pas que des histoires qui se déroulent en France, c'est aussi tout ce qui ces jeunes migrants souffrent, tout ce qu'ils souffrent. Exactement. En raison de ce qu'ils ont laissé aussi derrière. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés sur place, mais derrière, les difficultés qu'ils ont fui, d'une certaine manière, les tient aussi parce que psychologiquement, moralement, il y a un lien qui ne se casse pas tout d'un coup parce qu'on a quitté l'Afrique. Exactement.
À présent, mesdames et messieurs, nous passons à la troisième et dernière rubrique. L'occasion pour nous de pouvoir poser 2 questions à notre auteur. C'est parti. Yacine Kervala Mansaré, bonjour. Bonjour, Monsieur Kone. La première question que je souhaiterais vous poser est la suivante. S'il vous était demandé de résumer en 2 phrases cet ouvrage, que diriez-vous? Que c'est un ouvrage sur l'immigration, c'est un ouvrage de témoignage où j'ai laissé les jeunes immigrés raconter leur parcours migratoire tout en faisant un lien avec les acteurs impliqués et les responsables politiques. Yacine Kervala Mansaré, bonjour. Bonjour. La deuxième et dernière question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans cet ouvrage? La souffrance de ces jeunes, leurs témoignages, les mots parfois qui sont extrêmement difficiles mais qu'ils ont dit avec beaucoup de dignité, ça m'a particulièrement touchée. Yacine Kervala Mansaré, merci. Merci à vous, Monsieur Kone. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Il y en a en compagnie de Yacine, autour de son ouvrage, Paroles d'immigrés, d'acteurs impliqués et de responsables politiques, on l'a dit, avec le témoignage de Cellou Dalein Diallo comme acteur politique. À présent, je vous dis au revoir, évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur et évidemment un autre